beaucoup Jean-Paul et merci pour les organisateurs. Je suis vraiment ravi d'être avec vous tous ce soir. On me félicite souvent en me disant que c'est super tout ce que je fais. Je rappelle que tout ce qu'on fait, on le fait parce que vous êtes là. Moi, je ne suis que le bras armé de la justice, mais s'il n'y a pas des gens comme vous qui êtes engagés, je fais rien tout seul. Donc vraiment, merci beaucoup et je suis très très heureux d'être avec vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne YouTube, on aura le plaisir de rediffuser la conférence. Je sais que certaines personnes aussi devront peut-être partir un peu plus tôt, donc rassurez-vous, vous aurez la possibilité de revoir tout ça. Puis j'ai même croisé des gens par le pur des hasards juste à côté, donc comme quoi ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes qui partagent nos combats. Alors ce soir, on va parler de la protection des données personnelles. La question était très ouverte, on était parti sur la protection juridique de nos données personnelles. Où en est-on? La vraie question, c'est avez-vous été victime d'un vol de données personnelles récemment? Alors, si c'est pas le cas, un peu de patience. Et si ça vous est arrivé, normalement, vous avez dû recevoir un mail qui vous notifie qu'il y a eu un vol de données, etc. D'accord? Donc on va en parler justement de quels sont vos droits, dans quel contexte évolue un peu la protection des données personnelles, pourquoi l'État nous impose systématiquement une numérisation de nos données personnelles, quels sont les risques concrètement que ça implique pour nous, et comment on peut agir face à un vol de données personnelles. Voilà toutes les questions, un peu pêle-mêle, auxquelles je vais tenter de répondre ce soir. Ça va faire un peu une synthèse de plusieurs émissions que j'ai eues sur ma chaîne YouTube, donc je n'ai pas réinventé la poudre. Si vous me suivez régulièrement, vous allez peut-être retrouver des choses qu'on a déjà évoquées. Et sans plus attendre, quand on parle de données personnelles, pourquoi c'est un sujet qui est fondamental? Pourquoi c'est important? Pourquoi finalement c'est malheureux que on soit si peu nombreux? Alors si peu, moi ça me fait extrêmement plaisir évidemment, mais on pourrait être des centaines, des milliers de personnes à s'intéresser à nos données personnelles. Chaque fois qu'il y a une actualité, on devrait tous s'offusquer en se demandant mais comment c'est possible que ça arrive encore? Alors, la question de la protection des données personnelles, c'est quelque chose qui est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est un choix de société. D'accord? On peut vivre dans une société où on protège les données personnelles, ou au contraire, on considère que c'est une marchandise comme les autres et on la vend. C'est un choix de société, il faudra faire notre choix entre les deux. On est aujourd'hui dans un entre-deux. On considère que ce sont des données qui sont sensibles, mais elles sont aussi commercialisées. On a beaucoup d'entreprises commerciales qui travaillent avec vos données personnelles. Quand vous êtes par exemple sur Facebook, vous avez des publicités qui sont ciblées. Si vous me voyez régulièrement dans votre fil d'actualité, peut-être que vous avez apprécié notre contenu. C'est également une question de liberté. Un État qui sait tout de vous, ça peut être quand même problématique. Vous aviez aimé le pass sanitaire ? Là, on connaissait votre statut vaccinal. Et à partir de là, on pouvait conditionner vos libertés. Donc vous voyez que ça a des conséquences d'avoir des données personnelles que l'État connaît. Troisième chose, c'est une question de sécurité. Vous avez vu récemment, on a des dispositions légales qui ont évolué, qui ont permis à des entrepreneurs de faire disparaître la mention de leur adresse sur les extraits CABIS notamment. Parfois, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez immatriculé une société, c'est votre domicile. Il est possible depuis récemment, et pas si longtemps que ça, de supprimer la mention de votre domicile. Parce qu'évidemment, si vous êtes par exemple un entrepreneur dans les crypto-monnaies, avoir votre adresse personnelle, ça peut conduire à quelques drames dont on va évoquer tout à l'heure. C'est aussi une question de contrôle des populations. Et oui, rappelez-vous le pass JO. Dans certaines zones réglementées, on va vous demander de justifier que vous avez le droit d'y pénétrer parce que, notamment, vous avez votre domicile. Donc il faudra produire votre carte d'identité, votre bail d'habitation. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait après de toutes ces données? Et enfin, c'est une question de confiance. Si chaque fois que l'État, pour bénéficier d'un service public, vous demande de vous identifier et donc de donner des données extrêmement sensibles, il faut que vous ayez confiance sur la gestion de ces données. Aujourd'hui, je vous le dis, la confiance, elle n'est pas là. Alors, je l'ai introduit ce matin parce que on en a parlé lundi soir sur justement le hackage des données de l'ANTS. On va revenir un peu dessus. C'est une vidéo qui a plutôt bien fonctionné. Et pourquoi, évidemment, parce que très peu de personnes en parlent. Or, l'ANTS, c'est les permis de conduire, les cartes d'identité, les passeports, et donc, avec ça, des données extrêmement sensibles qui aujourd'hui vont circuler sur Internet. Ça se revend. C'est une marchandise comme une autre. Et derrière, vous verrez, la CNIL a fait un peu la liste de toutes les infractions auxquelles vous pouvez être victime lorsqu'on vole vos données personnelles.
C'est pour ça que tout à l'heure je le disais de manière assez ironique, mais voilà, ça peut vous arriver dans quelques temps si vous ne faites pas très attention. Le vol des données personnelles, c'est quelque chose qui est courant. Je vous ai juste mis les derniers articles des derniers mois. D'accord? On y voit quoi? On y voit les vols de données personnelles de la CAF. Quand même plus de 20 millions de bénéficiaires des aides sociales qui ont donc évidemment vu leurs données personnelles dévoilées et aller sur le dark web. On a également le ministère de la Santé qui confirme une fuite de données de plus de 15 millions de personnes. Pareil, là, ici, on connaît votre statut vaccinal, on sait si vous avez eu le sida, pas le sida, on connaît un petit peu des particularités que vous avez, si vous avez le cancer, pas de cancer. Je rappelle que les données personnelles, notamment médicales, sont très sensibles. Ça peut vous ouvrir des prêts ou vous fermer des prêts. Donc, c'est-à-dire que dans la vie, de manière très concrète, économiquement parlant, ça peut vous fermer des portes. Et là, maintenant, c'est sur le web. On voit par exemple qu'on a aussi France Travail, 5 millions de personnes, enfin plus de 20 millions de personnes qui ont vu leurs données personnelles en 2024 être volées. Et donc là, il y a une condamnation récente de la CNIL avec 5 millions d'euros. Bon, 5 millions d'euros, c'est pas les victimes qui vont l'empocher, c'est le premier point. Et deuxième, c'est de l'argent public encore. Donc on est victime et en plus, c'est encore à l'État de devoir payer. Là, c'est vraiment la double peine. Là, je vous ai juste sorti les derniers articles de presse. Franchement, il y en avait encore pêle-mêle. Je n'allais pas vous faire une compilation de tous les articles, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment courant. En fait, on se pose même la question à quand le prochain scandale, parce que finalement, on les subit comme ça, et ça n'émeut pas plus le public que ça. Or, à chaque fois, en fait, c'est notre sécurité, notre liberté qui est en jeu. Alors, forcément, on ne va pas pouvoir ne pas parler de ce qu'est une donnée personnelle. Parce que si je vous dis, on va parler d'identité numérique, de données personnelles, il faut que je vous explique au moins tout petit peu ce que c'est. Article 4 de la RGPD, on reviendra sur la RGPD, sur ce qu'est ce document. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de la protection de nos données personnelles. C'est ce qui fait, je fais un petit teasing, qu'on va pouvoir engager une petite action en responsabilité, puisque pour qu'il y ait une responsabilité, il faut qu'il y ait une obligation qui existe et que derrière, vous ne respectiez pas cette obligation. L'article 4 vous dit qu'une donnée personnelle, c'est une information qui vous permet de vous identifier ou d'être identifiable. D'accord? Donc, évidemment, une carte bancaire, par exemple, c'est une donnée personnelle. Une photo est une donnée personnelle, une adresse est une donnée personnelle, etc., etc. Bref, on en a tous, en fait. Et ça nous amène, évidemment, à la question de l'identité numérique. Alors, l'identité numérique, pareil, ici, la CNIL a récemment donné une définition de ce qu'on entendait de l'identité numérique. L'identité numérique, pour le définir, c'est un ensemble d'attributs associés à une personne physique, c'est important, qui va donc permettre, grâce à ça, de se relier à d'autres domaines sous forme numérique. C'est quand vous vous reliez, par exemple, à la NTS. C'est quand vous vous connectez sur la CAF. C'est quand vous allez bénéficier d'un service public d'une manière générale. Bon, là, encore une fois, on utilise tous une identité numérique. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas le débat. On en a une. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et l'identité numérique, c'est également défini sur le servicepublic.fr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de définition légale. Ce qui est un peu problématique, parce que s'il n'y a pas de définition légale, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce que ça englobe, et derrière, évidemment, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on n'a pas bien identifié. Donc, c'est un droit qui est récent et qui se construit. Rapidement, je suis avocat, pareil, je ne peux pas faire échapper à l'obligation de vous rappeler quand même un peu les fondements juridiques. Qu'est-ce qui fait qu'on a un droit à avoir une protection de nos données personnelles? Quoi? Qu'est-ce que j'invoque quand je me rends compte que la CNIL m'informe que j'ai été volé dans mes données personnelles? Eh bien, ce sont ces différents textes. Vous avez effectivement la RGPD, le Règlement général de la protection des données. C'est un cadre assez restrictif dans lequel aujourd'hui l'ensemble des sociétés et des administrations sont soumis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si un jour vous travaillez dans mon cabinet d'avocat, vous êtes un de mes clients, je vais devoir appliquer toute une série de mesures pour protéger vos données personnelles. On avait déjà l'obligation de confidentialité, ce qu'on va se raconter, ça restera évidemment entre nous, mais en plus, je dois prendre toute une série de mesures pour protéger nos données personnelles. Alors si ça vous intéresse, je vous expliquerai un peu ce qu'on a mis en place, mais ça démontre qu'on est tous, finalement, confrontés, surtout quand on est des professionnels, à la protection des données personnelles. Donc, si on vient chercher la responsabilité d'un particulier, d'un professionnel, pourquoi n'irions pas chercher la responsabilité de l'État? C'est évidemment la loi de 78, la loi liberté informatique, c'est celle qui a constitué la CNIL. Donc c'est une vieille loi qui existe et qui a été, on va dire, un peu rénovée par la RGPD qui aujourd'hui est intégrée dedans. On a une loi de 2018, pareil, qui fait évoluer la réglementation. En d'autres termes, ce qu'il faut retenir, c'est que nos données personnelles sont protégées. On a fait un choix de société dans lequel on considère que ce sont des données qui sont sensibles, qui méritent une protection particulière. Et évidemment, on doit leur apporter un statut particulier.
Et enfin, la directive Justice-Police, très importante, c'est cette directive qui s'appliquait notamment pendant le pass JO. Et c'était, rappelez-vous, on collecte vos données personnelles, on vous empêche de pénétrer dans certaines zones, parce que derrière, on va assurer de la sécurité publique. Donc c'est pas la RGPD que vous invoquez ici, c'est la directive Justice publique. Mais c'est exactement les mêmes règles, hein. C'est pas la même numérotation, mais c'est exactement le même principe. Ça, c'est un peu pour notre culture juridique. Voilà, rassurez-vous, le reste sera moins technique, on va être beaucoup plus terre à terre. Quand je parle de protection de données personnelles, la question qu'on doit se poser, c'est quels sont nos droits? Voilà. Quand on est victime d'un vol de données personnelles, qu'est-ce qu'on peut demander comme compte à l'administration? Bon là, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais peut-être 2-3 intéressantes. Vous avez notamment le droit à l'effacement de vos données personnelles. Vous avez utilisé un service public, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez écrire à l'administration, vous leur demandez de vous supprimer. Ok? Ne restez pas éternellement dans les bases de données de l'administration. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose, vous avez droit notamment à la limitation des décisions automatisées. Ça, c'est important parce qu'avec l'arrivée de l'IA, on peut se demander si les décisions de justice peuvent être prises automatiquement par une forme d'intelligence artificielle. Alors, je vous donne déjà un petit peu le teasing, je pense qu'on va y venir. C'est bien, c'est pas bien, là pareil, ça va être une question d'éthique. Mais on va y venir, de toute manière, parce que l'État ne mettra pas les moyens pour augmenter la justice et que vous savez que votre serviteur ici présent engage régulièrement des actions pour des délais énormément longs. Donc à un moment donné, ça ira plus vite de mettre une IA plutôt que de payer des condamnations ou de mettre des magistrats. Vous avez également un droit à l'opposition. Vous pouvez vous opposer à ce qu'on récolte certaines données personnelles. Alors attention, la limite, c'est que si vous voulez bénéficier d'un service, il y a des droits, des données que vous serez contraint et forcé de devoir accorder. Donc là, évidemment, pareil, j'ai des petites astuces que je vous donnerai tout à l'heure pour voir comment on peut faire pour essayer de faire en sorte que les données personnelles que l'on communique à l'administration soient le plus minime possible. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Alors, je vous ai parlé des droits, maintenant je vais parler des obligations que les administrations ont. Parce qu'évidemment, si on parle de responsabilité, on va parler de ça, hein, ceux qui ont vu l'émission de lundi soir le savent déjà, il faut que je regarde quels sont les textes qui s'imposent à l'État et aux administrations de manière générale. Là, pareil, je ne vous fais pas l'inventaire à l'après-vert, je vous en donne 2-3 qui sont intéressantes. Principe de minimisation. Vous devez récolter le strict minimum en termes de données personnelles. Si vous êtes capable de faire bénéficier à l'usager du service public sans récolter toute une série de données personnelles, alors c'est ce que vous devez faire. D'accord? Donc si ce n'est pas strictement nécessaire, vous ne récoltez pas des données personnelles. La limitation également des finalités. Pourquoi vous demandez ces données? D'accord? Il y a des finalités qui sont un peu fourre-tout, parce que c'est le consentement, ça c'est ce qu'on invoque souvent. Vous avez consenti à nous donner vos données personnelles. Non, il faut essayer d'éviter les fourre-tout, il faut essayer d'aller chercher est-ce que c'est strictement nécessaire et pour quelle raison on vous demande ça? C'est pour une finalité de sécurité publique. Très bien, à partir de ce moment-là, j'ai défini la finalité, je récolte uniquement ce qui est strictement nécessaire. Là, vous allez voir, le pass JO, on a fait un très bel exemple, on récolte de la data dans tous les sens. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce que ça va? Et enfin, évidemment, c'est le plus important, l'obligation de sécurité, d'intégrité et de confidentialité. Bon, vous avez vu avec tous les actualités que je vous ai données, évidemment, ce principe-là n'est pas respecté. Donc quand vous allez chercher la responsabilité d'une administration qui n'a pas fait le nécessaire pour protéger vos données personnelles, ce sont ces deux textes-là que vous invoquez. D'accord? L'article 5 et 32 de la RGPD. Ouf! On a donc un fondement. Super. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, s'il y a une obligation et qu'il y a une violation, il y a derrière une indemnisation. Ça arrive. Alors, pourquoi nos données personnelles ne sont-elles pas protégées? Oui, c'est un peu la conclusion à laquelle on va, parce que, évidemment, si je vous dis il y a des textes qui protègent nos données personnelles et que derrière, il y a des violations tous les 4 matins, ça veut dire que dans les faits, il y a un problème. Il y a un choix politique qui est en train d'être fait, qui n'est pas celui pour lequel on s'était tous engagés. En 2016, le choix politique, c'est on protège vos données. Elles sont sensibles, elles méritent une protection. C'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, là, ici encore, c'est la CNIL qui est en train de nous expliquer un petit peu comment nos données personnelles sont volées. Vous allez voir là,
En fait, il y a beaucoup d'amateurisme. J'ai une petite anecdote après avec le Louvre. Alors souvent, c'est que les comptes de connexion qui sont générés sont partagés. Donc vous avez un identifiant, puis vous le passez dans le service. Bon, bah là, meilleure façon de balancer vos données personnelles sur Internet et qu'elles soient récupérées. La deuxième possibilité, c'est du hameçonnage. Vous savez, quand vous avez des mails qui arrivent en vous disant attention, il faut l'identifier, il faut répondre, il y a un lien souvent, cliquez pas. Hein, d'accord, ne cliquez pas. On fait de la sensibilisation au sein du cabinet. Dès que vous nous envoyez un lien WeTransfer, on ne sait pas, c'est supprimé direct. Vous nous rappellerez au pire des cas, parce que de toute façon, vous avez un espace client sécurisé, personnalisé. Vous n'avez pas à nous envoyer des mails avec des WeTransfer. Après, évidemment, j'ai le client au téléphone, il me dit je ne peux pas faire autrement, on s'arrange, mais je suis au courant. Mais moi, si je reçois un lien, c'est direction poubelle. Prends pas de risque. Pour ça, le hameçonnage, au sein des administrations, il y a un problème de culture, voilà, c'est un manque de formation. Vous avez aussi les malwares. Alors là, c'est l'idée de vous arriver quelque part et vous dites tenez, maître, j'ai une clé USB, prenez mes données. Bon, ben là, vous êtes peut-être en train d'installer un cheval de Troie. Mais dans les administrations, c'est un peu pareil. Vous arrivez à la CAF, vous avez quelqu'un qui arrive et qui a ses documents sur sa clé USB, il le donne au conseiller de la CAF, il le branche et en fait, il est en train d'installer un malware. Voilà comment c'est les scénarios qu'on se fait. Et ça, tout ça, c'est documenté sur la CNIL. D'accord, donc ça, je ne vous invente pas, c'est vraiment toutes les informations que j'ai pu trouver. Donc voilà les exemples, il y en a d'autres, je ne vais pas vous lire tout le PowerPoint, c'est pas l'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on a vraiment un niveau d'amateurisme au niveau de l'administration qui fait peur et qui conduit à des vols massifs de nos données personnelles. C'est pas de leur faute, ils sont juste nuls. Donc il va falloir faire un peu de management et de la formation. Alors là, c'est pas moi qui le dis, hein. Check News. Il y a beaucoup d'intérimaires dans les services. Oui, c'est vrai. Ils y connaissent bien. Vous n'êtes pas formé, hein. Vous arrivez, il faut débiter, vous êtes en train de remplacer Josiane qui est partie en vacances pendant 3 mois. Donc évidemment, là, il faut vite vous mettre à jour. Donc oui, évidemment. Mais ça ne devrait pas avoir de conséquences. Parce que nous, en tant qu'administrés, on est en droit d'attendre le principe d'intégrité de protection de données personnelles. Il n'est pas marqué, sauf quand on est remplacé en vacances. Là, Check News, vous allez voir, c'est pas les intérimaires, faut pas leur mettre la faute. Là, ils ont utilisé le mot de passe Louvre pour tous les fichiers du Louvre. C'est le plus grand musée du monde, le Louvre. Voilà. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, les personnes qui ont organisé le cambriolage étaient certainement très renseignées et ont peut-être, préalablement avant ce cambriolage, qui a eu lieu en octobre 2025 pour ceux qui auraient oublié ou simplement qui n'étaient pas là, eh bien, sont peut-être passés par ce vol de données personnelles. Ce qui démontre encore une fois que ça a des conséquences. Ça commence dans le virtuel, ça finit dans le réel. Donc, ici, on voit que la CNIL a vraiment documenté, ils ont fait une enquête et ils ont vraiment établi des très très graves défaillances. C'est vraiment problématique. Là, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que braves gens dormaient parce qu'évidemment, nos données personnelles ne sont pas du tout protégées. Donc il va falloir faire un choix politique et évidemment mener de la formation, de la pédagogie, faire ce qu'on fait nous aujourd'hui dans les entreprises. Hein. Ça ne nous empêche pas évidemment d'avoir aussi un vol de nos données personnelles, mais clairement il y a une sensibilisation qui est faite et si dans mon cabinet David Guillon je suis capable de faire cette sensibilisation avec mes équipes, pourquoi ça ne marche pas comme ça dans les ministères? C'est pas normal. Alors quels sont les risques? Là pareil, encore une fois, vous avez les sources de la CNIL qui vous donnent un peu la documentation du nombre de risques. On voit qu'en priorité, c'est surtout une fraude à identité. Une fraude à identité, ça va être par exemple, vous allez souscrire un contrat de crédit à la consommation à votre nom. Mince, ça tombe sur votre compte en banque parce qu'on a aussi votre RIB et votre IBAN. Et vous êtes en train de payer un crédit que vous n'avez pas souscrit. C'est problématique. Et alors le pire des scénarios, c'est évidemment le chantage ou le harcèlement. Voilà, pareil, hein, on arrive sur votre téléphone, on a récupéré toutes les données personnelles, il y a quelques vidéos un peu compromettantes, et on vous explique qu'il va falloir payer, parce que sinon ça va se retrouver sur Internet. Là, pareil, hein, il y a vraiment... Enfin, je vous dis pas tout, hein, parce que principe du secret professionnel, mais on a quand même parfois des gens qui viennent nous voir avec, évidemment, beaucoup de stress, parce qu'ils subissent ce type de désagrément. Donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Donc quand je vous dis le vol de données personnelles, c'est problématique, c'est que ça, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Là, encore une fois, vous retrouverez tout ça sur la CNIL. C'est pas moi qui vous le dis. Et je vous avais dit du virtuel au réel. Donc vous allez me dire, bon, c'est un vol de données personnelles, c'est pas très grave. Oui, mais regardez, ici, c'est un article parmi tant d'autres. Celui-là, je trouvais qu'il était bien parce que le titre était assez gros. C'est un homejacking. Ils débarquent chez vous parce qu'ils ont votre adresse, évidemment. Et derrière, ils vous braquent, ils vous séquestrent et ils vident vos comptes en banque.
On a la même chose aussi avec ceux qui étaient propriétaires d'armes à feu. On a aussi entendu parler, donc ils sont propriétaires d'armes à feu. Là, c'est une association qui s'est fait braquer les données personnelles. Et donc là, les malfrats sont arrivés chez les gens qui avaient des armes parce qu'ils savaient quel type d'armes ils avaient, où est-ce qu'ils habitaient et comment ils pouvaient les récupérer. Voilà. C'est important, les données personnelles. Quand vous allez repartir d'ici, vous allez comprendre pourquoi la protection de nos données personnelles, c'est un enjeu de sécurité et de liberté. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut rigoler. Et je sais qu'aujourd'hui, depuis, ça fait peut-être 2 ans qu'on est vraiment sensibilisé là-dessus. Puis 2024, ça s'est vraiment accentué. On est à fond sur la sécurité informatique. J'ai un budget sécurité informatique au sein du cabinet qui est assez conséquent. Imaginez, l'avocat défenseur des libertés fondamentales, ses données personnelles étaient sur un drive. Super, c'est quand même pas très sérieux. Donc voilà, on fait attention. Et ça, c'est vraiment une sensibilisation, notamment dans la profession d'avocat que nous avons, et qui doit remonter jusqu'au ministère. On ne doit pas pouvoir braquer 20 millions de données personnelles sur la CAF. On ne doit pas avoir accès aux données personnelles du ministère de la Santé. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. Alors, pourquoi l'État nous impose-t-il une collecte de nos données personnelles? Parce que dire et constater qu'il y a des violations de données personnelles, c'est une chose, mais pour quelle raison? Pourquoi ils font ça? Bon, la première chose, c'est que c'est une volonté politique. Là, je renverrai à l'émission sur la numérisation des procédures administratives, petite émission que nous avions fait sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Rappelez-vous, je suis en train d'enregistrer. Donc, c'est un choix politique. L'idée, c'était de faire passer les services publics du XXe siècle dans le XXIe siècle. On part du postulat suivant. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, si vous vouliez changer votre carte grise, vous étiez obligé de physiquement vous déplacer à la préfecture, prendre un petit ticket, attendre sur place, remplir le bon formulaire à la main. Si vous n'aviez pas tous les documents, fallait repartir chez vous, chercher vos documents et revenir. Ça, c'était quelque chose qui était courant il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, numérisation donc des procédures administratives, digitalisation, vous pouvez directement en ligne remplir tous les documents, plus besoin de prendre rendez-vous, etc. Donc, il y a du côté positif. Là où ça devient effectivement problématique, c'est quand ces mêmes données personnelles sont librement accessibles sur Internet. Là, ça commence à devenir effectivement problématique. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou pas de numériser, c'est là, c'est en train de se mettre en place. Les États qui vont le faire vont prendre un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne le font pas. Donc la question, c'est est-ce que la France reste dans le XXe siècle ou est-ce qu'elle passe dans le XXIe? Ce qui compte, c'est pas la technologie, c'est l'éthique qu'on y met derrière. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'ai rien inventé. Donc, c'est une volonté politique. Il y a un objectif derrière d'améliorer un peu la budgétisation des services publics. Bon, la Cour des comptes a dit, comme on n'est pas capable de mesurer, on ne sait pas si vraiment on a gagné, parce que selon les territoires, selon les administrations, c'est pas toujours totalement numérisé. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a cette volonté politique, mais un peu de manière désordonnée. 2022, juste après le Covid. Vous avez également donc un certain nombre de procédures administratives aujourd'hui qui sont numérisées. Si vous passez par exemple sur télérecours, je ne sais pas si certains ont déjà fait des recours en justice, aujourd'hui vous pouvez de manière totalement digitalisée saisir le juge administratif. Plus besoin de vous déplacer, directement de chez vous, vous appuyez sur 3-4 boutons et hop, vous êtes devant le juge administratif. Installez-vous, messieurs, dames, installez-vous. Et puis vous avez DataGouv, vous avez donc le gouvernement qui a décidé qu'un certain nombre de données publiques allaient évidemment être librement accessibles. Alors c'est très intéressant, notamment parce que lorsqu'on parle notamment de PLU, les plans locaux d'urbanisme. Auparavant, il fallait parfois les demander à la commune, qui mettait du temps à vous les envoyer. Ça ralentissait les projets immobiliers, ça ne vous permettait pas de connaître vos droits, parce que dans un PLU, il y a les règles de construction sur votre parcelle. La piscine, vous pouvez la faire, vous ne pouvez pas la faire. Est-ce que vous pouvez monter un étage? Est-ce qu'on peut construire un bâtiment de 6 étages devant chez vous? C'est dans le PLU que vous avez les réponses. Donc évidemment, de ne pas y avoir accès facilement et de manière automatique, ça pouvait être désagréable. Maintenant, avec DataGouv, encore une fois, il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à plein de données publiques. Après, le problème, c'est qu'est-ce que vous en faites? Si vous avez une IA derrière qui a pour objectif d'aller recenser toutes les piscines illégales qui ont été construites, bon là, on est sur du flicage, on est sur faire des fonds de tiroir pour aller ramener un peu d'argent. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la finalité de départ de ceux qui sont dit on va créer DataGouv. Donc la volonté politique, c'est évidemment de passer du XXe siècle au XXIe siècle, donc ça va se faire, et donc c'est en train de se faire. C'est bien, c'est pas bien, c'est en train de se faire. On va parler du cas de la NTS. Parce que la question que je me pose en tant que citoyen, c'est pas en tant qu'avocat, c'est demain, je vois dans la presse que la NTS s'est fait voler 20 millions de données.
1 million de personnes qui ont vu leurs données personnelles volées. Est-ce que je peux m'exempter de passer par la NTS? C'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Enfin, des titres non sécurisés, du coup. Puisque, voilà. 20 millions de données. Bon. Donc la NTS, ça nous fait les cartes d'identité, les passeports, les permis de conduire, l'immatriculation des véhicules. Vous avez forcément eu accès, ou alors vous allez y avoir accès si un jour vous avez besoin de renouveler votre carte d'identité, votre passeport ou autre. Et donc là, la problématique que ça pose, c'est la question de l'identité numérique. On ne peut pas s'en passer, en fait. Et c'est en train de se mettre en place. Là, je vous cite la loi Sren. Bon, on apprécie ou on n'apprécie pas le contenu pornographique, c'est pas la question. La question, c'est il est possible, sur un site internet, de conditionner l'accès à ce site à votre âge. Alors, ils l'ont fait d'abord avec les sites pornographiques parce qu'il y a un petit côté moraliste, parce qu'il y a un petit côté ça ne nous concerne pas, nous, on n'a pas ce type de contenu. Ok, très bien. Attention, ils ont commencé à rendre possible le fait d'accéder à un site selon un critère biométrique. Parce que dorénavant, il va falloir vous envoyer votre visage, votre carte d'identité, il va falloir que vous soumettiez un logiciel d'identification à destination d'entreprises privées, qui elles aussi vont souffrir des mêmes problèmes. Là, je n'ai pas parlé de Free, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'État, mais Free, pareil, hein, condamnation par la CNIL, des millions de données personnelles qui ont été volées. Est-ce qu'on a des clients de Free? Bon. Là, vous avez tout compris. On a également en débat, c'est en discussion, mais vous allez voir que ça démontre bien que la finalité, c'est pas d'empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques, c'est bien d'empêcher quiconque de pouvoir consommer du contenu qui n'a pas été validé préalablement par l'État, ou qui n'a pas été validé par l'État pour soumettre une certaine population à ce contenu. Là, c'est la question des VPN. Donc, ceux qui ne savent pas ce qu'est un VPN, c'est un petit logiciel que vous installez qui permet de modifier votre adresse IP et qui vous permet donc d'accéder à des contenus qui ne sont pas accessibles sur le territoire sur lequel vous opérez. En d'autres termes, on pense que vous êtes à l'autre bout du monde, en Allemagne, en Amérique, et donc vous avez d'autres possibilités parce que vous êtes soumis à une autre réglementation. Quand bien même, vous restez physiquement ici. Donc ça, c'est un VPN très pratique. On voulait contourner effectivement quelques réglementations, quelques censures qui peuvent se mettre en place. Ceux, par exemple, qui ne veulent pas aujourd'hui se soumettre à la loi Sren pour la question des sites pornographiques passent par un VPN. Donc, ils veulent l'interdire. Parce que, rappelez-vous, l'objectif, c'est de protéger les mineurs. L'identification de l'âge sur les réseaux sociaux, pareil, c'est totalement d'actualité à l'heure à laquelle on est en train de faire cette conférence et d'enregistrer cette vidéo. Eh bien, ils sont en train de discuter sur l'identification des personnes pour empêcher les mineurs d'accéder aux réseaux sociaux. Alors, ce qui est super, c'est que vous avez vu que les logiciels qu'ils sont en train de mettre en place, si vous vous grimez un peu le visage et vous faites penser que vous avez une barbe, ils ne le voient pas. Donc, vous avez un petit gamin de 12-13 ans, à peine plus, qui s'était amusé à se grimer son visage et qui avait réussi justement à contourner la faille de sécurité. Donc, est-ce que vraiment le but est de protéger les mineurs ? La deuxième chose, c'est on fait quoi de toutes ces données personnelles une fois qu'on les a envoyées à des sociétés américaines? C'est plus en France, hein, c'est plus la RGPD. Et je vous ai dit, hein, c'est un choix de société. Nous, en France, on a dit, ce sont des données sensibles, on doit les protéger, et c'est très réglementé. Aux États-Unis, c'est une marchandise comme une autre. Vous la vendez à des sociétés, et demain, vous vous retrouvez sur des fichiers, et vous avez de la pub et des slams qui vous sont adressés par rapport à ça. Vous avez remarqué que chacun avait sa propre expérience utilisateur sur les réseaux sociaux. Votre Facebook, par exemple, n'est pas le même Facebook que votre voisin, vous n'avez pas les mêmes contenus, et souvent, il arrive que vous ayez parlé d'un sujet, et curieusement, une publicité de ce sujet apparaisse. Voilà. Bon. C'est une marchandise. Alors, comment on fait pour lutter? Parce qu'évidemment, je ne viens pas ici pour vous dire tout est foutu, fin de l'histoire, rentrons chez nous, et tant pis, faisons la croix dessus. Non, non. On est un peu combatif, on est avocat, et puis on est ici avec des défenseurs des libertés fondamentales. D'ailleurs, c'est l'ADLF aujourd'hui qui organise la petite conférence, donc merci encore à eux. Donc ADLF, Association de défense des libertés fondamentales. Le projet est dans le nom est dans le projet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On constate que toutes les 2-3 semaines, on a une violation massive de données personnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça lorsqu'on est un pauvre citoyen ou un simple avocat? Je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis que le bras armé de la justice. S'il n'y a personne qui fait appel à nous, on n'existe pas. Eh bien, je vais vous parler évidemment de la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire en justice? Vous allez voir qu'il y a 2-3 pistes assez intéressantes. Les pétitions. Les pétitions, bah oui, alors elles ne sont pas forcément tenues en compte, mais ça montre quoi? Ça montre que ça existe. Ça montre qu'il y a des personnes qui sont sensibilisées par rapport à ça. On a récemment la loi sur, du député Yarn,
exactement. Yadan. Yadan, là, qui, effectivement... Alors, ils n'ont pas soumis la pétition, mais ils n'ont quand même pas débattu à l'Assemblée nationale. Donc, ça a fonctionné, mais ils ne veulent pas reconnaître que c'est ça qui a fonctionné. Ça reviendra sous une autre forme, pas de souci. Mais en attendant, ça fait reculer quand même un peu les choses. Donc, dire qu'une pétition ne sert à rien, je ne partage pas forcément cet avis, je suis simplement un peu plus mesuré, mais je pense que ça permet de nous compter. Combien sommes-nous à être sensibilisés à la question, par exemple, aujourd'hui, de nos données personnelles? Troisième chose, c'est évidemment le pouvoir politique. Tout ça n'est que politique. Je dis, c'est un choix de société. Qu'est-ce qu'un choix de société? Ce sont des hommes politiques qui vont mettre en action et exécution des idées. Donc, évidemment, tout est politique. Le droit n'est qu'un outil entre les mains du politique. Je pense que vous l'avez vu pendant la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'une crise sanitaire? C'est l'occupation des lits. C'est le nombre de personnes qui est contaminées. C'est le nombre de personnes vaccinées. Bref, vous changez les critères, puisque de toute façon, c'est le politique. Le droit s'adaptera à votre volonté et vous installerez un pass sanitaire qui était uniquement pour les grands événements et les voyages en dehors de la France. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, la vaccination qui ne devait jamais être obligatoire et le pass sanitaire qui ne devait pas s'appliquer dans la vie de tous les jours se sont retrouvés à concerner 65 millions de Français. Ça laisse des séquelles quand même. En tout cas, moi, ça m'en a laissé. Donc oui, la politique, ça peut vraiment changer la vie. Si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Je pense qu'on l'a clairement vu. Donc oui, ils peuvent vraiment nous casser les pieds dans la vie de tous les jours. Donc, ça peut fonctionner. Alors moi, je ne vais pas vous parler de politique, je ne suis pas politicien, je ne vais pas vous faire de pétition non plus sur le sujet, parce que ce n'est pas non plus mon point fort. Mais par contre, je peux vous expliquer comment, en justice, on peut un peu les contrarier, les ralentir. Pourquoi pas même les faire condamner? Je vous ai dit, on a quelques arguments intéressants. Alors le premier, c'est l'action avec l'ADLF. Alors si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, l'ADLF m'a mandaté, m'a fait extrêmement plaisir de me mandater pour engager la responsabilité de l'État face aux nombreuses violations de nos données personnelles qui ont eu lieu depuis plusieurs années. Donc on va parler de la CAF, on va parler de France Travail, on va parler de l'ANTS qui serait ajoutée récemment, et puis je pense qu'entre le moment où on va les saisir et le moment où une décision sera rendue, il va s'en passer encore plein d'autres. Donc, on va marquer le coup, et l'ADLF, évidemment, protecteur de la défense des libertés fondamentales, agit au nom de tous les citoyens. Donc, on va faire quelque chose. Et on est aussi en train d'organiser une action collective pour tous ceux qui sont victimes d'une violation de données personnelles. Là, encore une fois, on peut tous agir individuellement. Si vous avez reçu une notification qui vous dit que vous êtes victime d'une violation de données personnelles, manifestez-vous, puisque vous avez un droit à réparation. Alors, ce droit en réparation, il peut être un peu différent. Soit il n'y a pas eu de conséquences dommageables pour vous, c'est un préjudice moral, dans ce cas-là. Soit vous avez eu un homejacking à la maison, là, évidemment, c'est pas du tout le même niveau d'indemnisation, vous l'imaginez bien. Mais dans les deux cas, vous êtes une victime et vous avez un droit à réparation. Et bien justement, notre cabinet est en train d'organiser ça parce qu'il y a un moment donné, il y en a un peu marre. Si on ne les prend pas au porte-monnaie, si on ne martèle pas que ce sont des obligations qui s'appliquent, que ça ne concerne pas que les petits entrepreneurs, eh bien, ça ne fonctionnera jamais. Donc à un moment donné, c'est bien beau d'écrire des textes, mais ça s'applique aussi à eux. C'est ça un état de droit. Un état de droit, c'est quand la règle est la même pour les dirigeants que les dirigés. Alors, si je suis avocat, c'est que je me bats pour ça. Alors après, évidemment, vous dire que c'est déjà atteint, non, sinon je n'existerais pas. Si la loi était spontanément appliquée, les juges n'existeraient pas, parce qu'il n'y aurait pas besoin de la faire appliquer, les avocats non plus. Donc si on existe, c'est qu'évidemment, les règles de droit ne sont pas systématiquement appliquées. Alors je vous ai remis un petit peu cet article, parce que c'est là où on en parle dans notre émission et dans les explications qu'on a données, puisque ceux qui sont abonnés à la chaîne, si ce n'est pas le cas, faites-le. Eh bien, vous savez que chaque émission du lundi soir à 20h30 fait également l'objet d'un article juridique. Dans l'émission, on fait les questions-réponses un peu plus naturelles, je ne suis pas en train de lire mon article, mais dans l'article, vous avez les documents sur lesquels on s'appuie, vous avez des éléments juridiques, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, tout le monde n'a pas la possibilité de se faire appeler un avocat. Mais par contre, aujourd'hui, on a tous accès à la connaissance. Et je pense que de cette manière-là, on y contribue. Alors, vous ne le voyez pas non plus, mais il y a un petit chatbot qui est juste ici. C'est le petit coin ici. Ce chatbot, il est installé sur mon site. Il est programmé uniquement avec les articles juridiques du cabinet. Il y a 250 articles dessus. Vous lui posez des questions et il vous répond en fonction des informations qu'il a sur le site. Là, pareil, c'est 100% gratuit. Profitez-en. Enfin, voilà, je sais qu'il n'est pas assez utilisé, mais allez-y, je l'ai mis à disposition pour vous. Donc, vraiment, profitez-en.
Alors, comment est-ce qu'on peut aussi agir individuellement? Je vous ai parlé de l'action avec la DLF, je vous ai parlé de l'action collective qui vise à être indemnisée, très bien. Et comment je fais, moi, dans la vie de tous les jours, en tant que citoyen, si j'ai pas envie de me soumettre à une procédure administrative numérisée? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un de mes clients qui m'a dit « Je travaille avec un public de mineurs. Aujourd'hui, je suis obligé de passer sur Internet pour faire une attestation d'honorabilité. » J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de donner mes données personnelles et d'expliquer toute la vie. Ça va récolter quand même un certain nombre de données. Et derrière, je sais qu'il peut y avoir une violation des données personnelles. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et je lui dis, monsieur, c'est quand même assez compliqué parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas beaucoup d'alternatives. Alors, on a creusé le sujet parce qu'il m'a donné cette idée. Je me suis dit, comment je fais pour essayer de challenger un peu la loi? Comment est-ce que je fais pour dire une loi est mal faite? Et donc derrière, je vais essayer de trouver un peu les failles. Avocat, vous savez la différence avec un juriste. Un juriste, il vous dit comment la loi s'applique. L'avocat, il vous explique comment on fait pour la contourner ou l'appliquer de manière avantageuse. Un peu plus subtil. Et voilà, vous voyez la différence entre un juriste pur et dur et les avocats. J'apprécie les juristes, attention s'il y en a dans la salle. On travaille avec des juristes dans notre cabinet, il n'y a aucun souci, mais en tout cas, je trouve que c'est peut-être ce côté un peu plus imaginatif qui peut donner envie de faire avocat, parce qu'on va vous demander un peu de challenger la loi. Je vous ai mis donc l'avis contentieux du Conseil d'État, qui s'est prononcé sur la question du 100% numérique. D'accord, c'est un avis qui est consultable sur Internet, il est dans l'article précédent que je vous ai montré. Vous le lisez, vous en ferez votre avis, mais je vais vous en donner déjà un petit peu la teneur. Dans cette décision, le Conseil d'État est saisi par la CIMAD, qui est une association qui intervient beaucoup pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, et qui dit, en imposant du 100% numérique à un public qui est en situation irrégulière sur le territoire français, qui ne parle pas toujours français, qui n'a pas toujours accès à Internet, vous les mettez dans la possibilité de demander un titre de séjour, et donc de régulariser leur situation. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas le débat. Hein. La loi, elle est comme ça. Les personnes qui arrivent sur le territoire français ont le droit de demander une régularisation. Ils peuvent demander un titre de séjour. Donc, effectivement, il ne faut pas que ce droit soit théorique ou illusoire. Eh bien, la CIMAD vous dit, on peut imposer un 100% numérique. Mince. OK. Mais on doit toujours tenir compte de la finalité du service, du public et des modalités d'accès à ce service. Donc là, dans le cas d'espèce, il dit, quand vous vous adressez à une personne qui est en situation régulière, qui ne parle pas français, qui n'a pas toujours accès à Internet, vous ne pouvez pas imposer du 100% numérique. Ok, intéressant, parce que moi, ce que je me dis, c'est que quand on est victime d'un vol de données personnelles, on pourrait très bien invoquer un motif légitime, qui est prévu par cet avis contentieux, qui est de dire, mon motif légitime, c'est que je n'ai pas la certitude à 100% que mes données personnelles ne vont pas être volées. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas du tout ce que diront les juges. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y ait pas un article de presse qui nous donne raison. Donc moi, je serais d'avis, il n'y a pas besoin d'avocat, encore une fois. Hein, vous appuyez sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui et sur nos articles juridiques. Quand on vous demande et qu'on vous dit c'est une procédure 100% numérisée, vous demandez un droit et une dérogation à bénéficier d'une procédure qui va être, elle, matérialisée, avec une collecte minimisée, et vous invoquez votre droit légitime, à savoir que la confidentialité, la sécurité et la garantie de vos données personnelles n'est pas assurée. Et effectivement, ils ne vont pas vous dire le contraire, hein. La CNIL l'a signalé, a dit, bon, effectivement, c'est n'importe quoi. Voilà ce qui, à mon sens, peut faire en sorte que vos données personnelles soient protégées, et que vous ne soyez pas dans une situation de totale dépendance par rapport à l'État. Alors, je conclurai un peu là-dessus. Pourquoi agir pour protéger nos données personnelles? Pourquoi faire des pétitions? Pourquoi avoir des hommes politiques, je pense notamment à Florent Philippot, hein, qui se bat vraiment contre l'identité numérique? Pourquoi avoir des hommes politiques, des pétitions et des avocats qui vont agir pour essayer de protéger nos données personnelles? Parce que, je vous l'ai dit, c'est une question de sécurité. J'ai parlé tout à l'heure de homejacking. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Dès lors que vos données personnelles sont sur Internet, si vous avez quelque chose qui peut intéresser d'autres personnes, bah, viens en servir. Et aujourd'hui, avec un prix de l'essence à 2 €, je peux vous assurer que la misère va s'accentuer, et avec elle, son lot de larcin du quotidien. Donc c'est une question de sécurité. Avoir des données personnelles en accès libre sur Internet, c'est dangereux. C'est une question de liberté. Là, on l'a vu hein, pendant la crise sanitaire, le pass sanitaire, imposer un pass en fonction de données biométriques et médicales, c'est quand même le premier pas vers un régime
je n'oserais pas nommer comme autoritaire, mais qui s'en rapprochent quand même. Un régime, effectivement, dans lequel l'État sait tout de vous, quand vous-même, vous ne savez rien de l'État. Parce que quand il y a 1000 milliards de déficit budgétaire qui ne s'explique pas, après tout, à qui c'est pas arrivé déjà, eh bien, évidemment, c'est quand même problématique. Parce qu'on devrait demander des comptes systématiquement à l'État pour savoir comment il dépense notre argent. Pas normal que l'État sache tout de vous. Pas normal que l'État utilise des drones et soit en mesure de déterminer si vous avez une piscine qui est déclarée ou pas. Pas normal que l'État distribue des contraventions à la volée avec des caméras de surveillance dans la ville, alors que c'est pas du tout la finalité de ces caméras de surveillance. Parce que vous portiez pas votre masque comme il faut, au-dessus du nez, vous mangiez, vous buvez, vous fumiez une cigarette. J'en connais certains qui fument des cigarettes. Bref, c'est dangereux pour nos libertés. Plus l'État collecte de données personnelles sur nous, plus nos libertés peuvent devenir des libertés non plus fondamentales, mais facultatives, conditionnées, dans lesquelles on peut être demain désactivé. Et enfin, c'est un choix de société. On a fait le choix que nos données personnelles ne soient pas une marchandise comme les autres, qu'elles soient protégées, à l'État d'être exemplaire et de montrer effectivement comment il fait pour protéger nos données personnelles. Là, aujourd'hui, clairement, c'est pas le cas. Il y a une vraie faille, il y a une vraie défaillance, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec la DLF, on va mettre les responsables politiques devant leurs responsabilités. Évidemment, on vous en tiendra informé pour ceux qui auront le plaisir de venir à la prochaine conférence annuelle de la DLF, que je ne manquerai pas cette fois-ci, Jean-Paul. Je suis vraiment navré pour la dernière fois, je suis désolé. Mais je serai là, et évidemment, je vous tiendrai informé de cette action qu'on est en train d'engager. D'ailleurs, c'est pas la seule, on a aussi une autre action sur le prix et la flambée du prix de l'essence. J'en ai parlé, j'en reparlerai évidemment, ça, c'est un peu moins dans l'air du temps, mais bon, un prix de l'essence à 2 €, quand vous savez que le gouvernement peut agir et faire baisser les taxes, bon, pareil, encore une fois, c'est une petite crotte de nez qu'on leur lance au visage. Le droit existe, autant l'utiliser. Donc merci à la DLF de me permettre de m'amuser un peu, parce que les dossiers que je traite au quotidien ne sont pas toujours aussi sensibles.